Un mot avant de commencer ces entretiens sur le mode d'emploi. Il y a donc 5 candidats ou leurs représentants qui vont se succéder pour une vingtaine de minutes chacun, dans l'ordre Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Damien Abad et Mathilde Panot. Un autre candidat qui n'est pas encore candidat mais qui laisse assez peu de doutes s'est exprimé hier, qui est Emmanuel Macron. Nous allons, pendant ces 20 minutes, interroger chacun des candidats successivement. Et pour chacun d'entre eux, on va partir de questions un peu générales pour arriver sur les propositions. Anne Hidalgo, bonjour, bienvenue, très heureux que vous soyez là. Et donc je vais commencer directement par cette question que je vous pose à vous et que je poserai à chacun des autres candidats. On a le sentiment que les questions de solidarité dans la campagne présidentielle sont reléguées loin derrière les autres questions. On a parlé des questions d'identité, beaucoup. On a parlé un peu des questions de santé au fur et à mesure que l'intensité de la pandémie variait. On a parlé un peu de pouvoir d'achat. On a pour l'instant rien dit des questions de solidarité. Et donc je commence par cette question qui est une question très simple, qui est: quelle est la place qu'occupent les questions de solidarité dans la hiérarchie de votre campagne et autour de quelle philosophie s'articule votre réflexion? Merci. D'abord, merci beaucoup Gilles. Merci bien sûr à Pascal Brice de nous accueillir, et puis un salut fraternel aux candidats, candidates et à leurs représentants. Peut-être un mot de départ. Bien sûr, je partage complètement cette idée que, enfin, en tout cas ce sentiment que les questions de solidarité ne sont absolument pas évoquées, ou alors quand elles sont évoquées, c'est pour parler de façon très dégradée d'assistanat, de personnes qui seraient finalement coupables de ne pas avoir réussi leur vie et d'être en situation de précarité sociale. Donc on est dans un contexte qui est très particulier, je crois très brutal aussi par rapport à la situation sociale des plus vulnérables. Vous dire que la place qu'occupe ce projet, cette question de la solidarité dans mon projet que je présente la semaine prochaine, elle est évidemment centrale. D'abord parce que la famille politique à laquelle j'appartiens est une famille qui s'est construite autour de ces questions de solidarité et autour de la volonté d'avoir une intervention forte des pouvoirs publics, État, mais aussi collectivités locales. Aussi une famille politique qui a toujours été en appui ou en reconnaissance d'un travail des associations qui, de mon point de vue, sont une forme de prolongement du service public en ce qui concerne notamment la solidarité. Et pour ce qui me concerne plus particulièrement, j'ai sur ces sujets-là une très longue expérience, une expérience d'avoir travaillé aux côtés de Martine Aubry à l'époque où Lionel Jospin était Premier ministre sur la grande loi de lutte contre les exclusions, qui reste une matrice essentielle des droits qui ont été posés, même si bien sûr il y a des choses à dire sur comment vit cette loi et comment elle a été même fragilisée elle-même. Et puis, par ailleurs, en tant que maire de Paris, élue et réélue, présidente du département, puisque Paris c'est une ville et un département, j'ai aussi une longue expérience de ces questions sociales et une expérience qui m'a permis de m'appuyer sur des personnalités comme Dominique Versini, mais aussi de travailler étroitement depuis maintenant plus d'une dizaine d'années avec tous les acteurs de la solidarité et ils le savent. Pour moi, la question sociale, elle est cruciale. Permettez-moi de repartir d'une citation du général de Gaulle en 1950. J'ai retrouvé cette citation dans le livre de Didier Lebret qu'il va sortir prochainement sur la question des Gilets jaunes et notamment la question sociale au cœur de ce mouvement des Gilets jaunes. Le général de Gaulle disait en 1950: c'est bien la question sociale toujours posée, jamais résolue, qui est à l'origine des secousses subies depuis 35 ans. Elle domine tout.
les peuples libres peuvent bien se ruiner en armement, l'épée de Damoclès demeurera suspendue tant que chaque homme ne trouvera pas sa place dans la société, sa part de dignité. Eh bien, je crois qu'on en est toujours là. En tous les cas, pour moi, dans le projet que je vais porter, qui est bien sûr totalement empreint, dédié de l'engagement sur les deux grands défis majeurs du siècle, la crise climatique et la crise sociale, la crise des inégalités. Et je pense d'ailleurs que l'un ne peut pas se résoudre sans l'autre. Et donc, ces deux éléments-là, ces deux piliers-là, sont les éléments moteurs de mes propositions. Et je vais aborder dans mes propositions et dans mon projet ce sujet par la dignité. Pour pouvoir vivre dignement, encore faut-il avoir un travail qui vous rémunère dignement. Donc, j'aurai évidemment des propositions sur la question du salaire, du travail, de la réindustrialisation du pays. Encore faut-il pouvoir se loger. Et on sait aujourd'hui que la question du logement est cruciale. Le poids de la dépense logement pour les ménages a augmenté d'une façon considérable. Il y a 30 ans, c'était 12% du revenu des ménages qui était consacré au logement. Aujourd'hui, c'est 30, voire 40, voire même 50% dans certaines zones très tendues. Donc la question du logement d'abord, du toit que l'on doit avoir sur la tête et du logement abordable est pour moi un des éléments aussi de cette dignité. Et puis, bien sûr, la place des services publics et de l'action publique. Les grands services publics qui ne sont pas des aides individuelles, mais qui bénéficient à chacun, l'éducation, la santé, sont aussi des éléments majeurs dans la lutte contre les inégalités. On le sait, quand l'école s'effondre, et c'est le cas aujourd'hui, et notamment après 5 années de Macron, ou quand l'hôpital s'effondre, et c'est aussi le cas aujourd'hui, eh bien ces deux grands services publics-là ne jouent plus leur rôle d'amortisseur pour toute la population, mais aussi pour les plus fragiles. Et donc rétablir ces services publics et remettre en place aussi les aides individuelles en complément de ces services publics qui doivent venir permettre d'atténuer, d'amortir les périodes difficiles que chacune et chacun d'entre nous peut vivre. Et dans ces aides individuelles, bien sûr, il y aura pour moi l'idée d'un revenu jeune pour les jeunes de 18 ans. Il y a pour moi l'ouverture et la mise en place d'une assurance chômage universelle, ouverte aussi d'ailleurs aux jeunes entrants sur le marché du travail. Il y a pour moi le rétablissement d'un bouclier logement qui est à partir des APL notamment qui ont été démantelées, qui ont été détruites par ce quinquennat Macron, et bien de remettre en place là aussi un bouclier logement qui permette de venir en aide une fois que les efforts de construction de logement social, une fois que la mise en place de l'encadrement des loyers ont été faits, et en tous les cas c'est ce que je ferai, comme je l'ai fait d'ailleurs à Paris, eh bien c'est aussi des aides individuelles qui doivent venir amortir. Et bien sûr, dans ces aides individuelles, puisque la question du logement aujourd'hui, elle est très difficilement dissociable de la question de l'énergie et de la précarité énergétique, notamment pour les plus fragiles, eh bien c'est aussi des aides individuelles par des chèques, par des mesures d'accompagnement, notamment sur les questions de précarité énergétique. Il y a beaucoup d'autres idées et de propositions, mais je finirai aussi sur la place des travailleurs sociaux et des associations dans ces politiques de solidarité. Je pense que ces politiques de solidarité, elles doivent être bien sûr portées puissamment à l'échelle nationale. C'est le rôle d'un président de la République de garantir la cohésion de son pays, et il ne peut pas y avoir de cohésion sans cohésion sociale, et donc ça passe par des politiques puissantes de solidarité, mais bien sûr qu'il faut que ces politiques de solidarité, dans leur mise en œuvre, soient appuyées sur les politiques locales. Et je veux vraiment saluer ce que font partout en France les maires et les présidents de départements, pour l'essentiel, pour soutenir justement
nos concitoyens qui sont en situation vulnérable, et que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Hein, dans la réforme des retraites, j'en ai pas parlé, mais il y a évidemment aussi un aspect très très important sur le soutien aux plus fragiles, aux plus précaires et aux personnes qui ont eu des carrières tellement interrompues ou des travaux tellement difficiles que, arrivé à l'âge de la retraite, d'abord la retraite est une très maigre pension, et par ailleurs elle est souvent, elle arrive trop tard, puisque beaucoup de nos concitoyens meurent avant d'avoir pu bénéficier de ce droit pourtant essentiel. Mais donc, appuyer sur à la fois l'État, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux, qui pour moi ont aussi un rôle essentiel, refaire respirer le dialogue social, les dynamiques liées notamment à la présence des salariés, des syndicats dans les entreprises, et puis aussi, bien sûr, prendre appui sur les associations et sur les citoyens. Ce schéma, c'est en quelque sorte ce que j'ai fait à Paris, et je pense que les politiques que nous avons conduites, même si elles ne sont pas parfaites, ont pu, dans ces dernières années extrêmement difficiles, montrer à la fois un cap, une détermination, mais aussi une méthode, qui est une méthode qui prend appui sur l'ensemble des acteurs. En cela, je suis totalement social-démocrate et je ne m'en excuserai pas. Je pense que c'est la bonne méthode pour avancer, et de s'appuyer aussi sur l'énergie citoyenne. Je conclus là-dessus parce que je sais qu'on va parler tout à l'heure du sondage réalisé sur la place des questions de solidarité dans l'opinion publique française. Il peut y avoir des choses inquiétantes dans les résultats qui sont rendus, mais moi, l'expérience que j'ai dans une ville comme la nôtre, ici à Paris, c'est que lorsque j'ai fait appel aux citoyens, d'ailleurs parisiens, franciliens et même au-delà, pour venir en aide, notamment au moment de la crise de l'accueil des réfugiés en 2015, pour venir dans des actions de bénévolat et de soutien, ils étaient là. Lorsque j'ai créé la Fabrique de la Solidarité, qui est ce lieu qui, avec les associations, permet justement aussi d'accompagner les citoyens dans une formation, dans un travail, enfin une action sociale bénévole, ils ont toujours répondu présent. Et lorsque j'ai lancé en 2018 la première nuit de la solidarité, inspirée par ce que mes collègues de New York avaient fait, et que j'ai fait appel au volontariat, et bien immédiatement nous avons eu pour la première nuit de la solidarité 2000 volontaires qui se sont inscrits, qui sont venus, qui se sont formés et qui sont venus dans ce dialogue et cette rencontre avec notamment les personnes sans abri, et nous allons faire une nouvelle édition de cette nuit de la solidarité le 20 janvier prochain, qui sera à nouveau un grand moment, je pense, de solidarité. Donc, je pense que c'est cette chaîne qui responsabilise, qui redonne de la dignité en repartant de ces droits essentiels à vivre dignement, qui sont fondés sur le travail, sur le salaire, sur le logement, sur le droit à l'éducation, le droit à la santé, bien sûr le droit à se nourrir, etc., et l'accès aux droits. Et bien c'est sur cette base-là que mon projet est construit. Merci Anne Hidalgo. Alors, vous savez qu'on a 20 minutes pour chacun et chacune des candidats, c'est-à-dire qu'il doit nous rester aux alentours de 7 minutes. On va essayer d'aller rapidement. Vous avez cité tout à l'heure le général de Gaulle, premier président de la Ve République. Je voudrais que vous me dressiez le bilan que vous faites du bilan du président de la République actuel, qui est intervenu hier devant le Congrès. D'un côté, il a rappelé ce qui a été fait depuis le début de son mandat. D'un autre côté, Pascal Brice l'évoquait tout à l'heure, 10 millions de personnes en situation de pauvreté et surtout, phrase d'ailleurs que Emmanuel Macron a reprise à son compte, un enracinement de la pauvreté. Comment vous caractérisez ce bilan? Quels sont pour vous ses acquis, s'il y en a? Quelles sont ses faiblesses? En quelques mots.
Un bilan déplorable, absolument déplorable. Toute la politique économique, fiscale, institutionnelle a été conduite pour permettre à ceux qui sont en fait les plus riches d'aller encore mieux, avec cette fameuse théorie du ruissellement qui ne l'a pas quitté, mais qui évidemment ne produit rien. Je prendrai deux exemples. Premier exemple, c'est ISF versus APL. Voilà, ça veut tout dire. D'un côté, on allège les contributions des plus riches, d'entre nous qui ont le droit d'être riches, hein, et c'est très bien qu'ils soient riches, mais simplement leur contribution doit être aussi à hauteur de ce que la société leur a aussi apporté au-delà de leur mérite personnel. Et puis les APL, c'est cette façon mais brutale, violente de s'en prendre aux plus fragiles, notamment les plus jeunes. Hein. On sait combien les jeunes étudiants ont été les victimes premières de cette diminution des APL. Et pour moi, ça résume une grande partie de la pensée et de l'action du gouvernement d'Emmanuel Macron. Le deuxième exemple, c'est la question des réfugiés. Vous savez, je n'oublierai jamais. Au lendemain de son élection, je reçois, ce qui est normal, républicainement, le président de la République dans mon bureau de maire de Paris, et il me dit « c'est formidable ce que tu as fait sur les réfugiés, je vais t'aider ». Et je l'ai cru, parce que comment ne pas croire un président de la République qui vous dit cela? Et que s'est-il passé? Eh bien, dans les semaines qui ont suivi, tous les efforts que nous avons essayé de faire pour accueillir dignement, pour mettre en place un accueil digne des personnes réfugiées qui venaient échouer sur les trottoirs de notre ville, eh bien, tous ces efforts ont été ruinés. Par quoi? Par une volonté du gouvernement d'Emmanuel Macron de ne pas d'abord nous accompagner et surtout de mettre ces personnes dans l'invisibilité. Qui est-ce qui a durci les règles d'interprétation, notamment des accords de Dublin? C'est Emmanuel Macron. Qui a renvoyé dans l'invisibilité toutes ces personnes qui étaient passées par la Grèce, par l'Italie et qui n'avaient pas le droit en tous les cas qui étaient considérées comme illégitimes sur notre territoire sans qu'il en tire d'ailleurs aucune conséquence. Eh bien pour moi, ce quinquennat d'Emmanuel Macron, sans compter la destruction totale de la question du logement social, la façon dont il est allé rapter les moyens des bailleurs sociaux, dont il n'a pas réinvesti ces moyens-là dans la construction de logements sociaux. Et même si on met entre parenthèses la période du Covid, on voit bien que ce quinquennat aura été le pire du point de vue de la construction, tout logement confondu, mais évidemment du logement social. Donc il est temps de tourner la page et de revenir à quelque chose qui, humainement, nous permette de retrouver les valeurs de notre pays. Ça suffit, ce cynisme. Ce qui le caractérise, c'est le cynisme et la violence sociale. Alors, un des concepts que vous avez avancé comme structurant dans vos propositions et dans votre pensée, la question de la dignité. Parmi les très nombreuses propositions qui sont dans la plateforme de la FAS, il y a des questions qui touchent au revenu minimum, qui est un débat récurrent, mais dans lequel il y a des propositions à la fois sur leur montant, avec la proposition d'une revalorisation de ces revenus minimums, et des questions qui touchent à l'accès de tous. C'est la question là aussi récurrente, mais qui n'a pas avancé, des non-recours. Et puis pour certaines catégories, notamment les jeunes, qui sont pour beaucoup tenus à l'écart de ces politiques de solidarité, l'idée de les inclure dans ce revenu minimum, en tout cas pour les jeunes qui en ont le plus besoin. C'est quoi les positions que vous défendez dans cette campagne sur ce sujet ? D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je veux qu'on redonne une chance par le travail, et le travail sous toutes ses formes, y compris avec l'économie sociale et solidaire, y compris évidemment pour les personnes qui sont le plus éloignées de l'emploi, avec des dispositifs à généraliser comme les dispositifs zéro chômeur ou premières heures, hein, qui sont vraiment des dispositifs qu'on a pu expérimenter et que j'ai pu expérimenter directement aussi à Paris et qui sont extrêmement utiles. Donc, et puis redonner aussi de la dignité par des politiques structurantes en matière de logement. Je ne reviens pas là-dessus, puisque de toute façon, il faut aussi, bien sûr, des aides et des allocations pour les personnes les plus en difficulté pour les aider à passer le cap. Donc, sur ce qui est des minima sociaux, bien sûr qu'il y a de la revalorisation, y compris, je pense, aux minima pour les personnes âgées qui sont aujourd'hui en situation très difficile,
notamment les femmes, qui, entre les questions de pension de réversion et de minimum vieillesse, sont souvent celles qui sont le plus en difficulté, et pour les jeunes. Et pour les jeunes, je le dis, je porterai bien sûr la création d'un revenu jeune, mais aussi d'une allocation, leur permettant d'une dotation en capital, leur permettant de pouvoir se lancer dans la vie avec des projets personnels, des projets qui puissent leur permettre de trouver leur autonomie. Donc, des revalorisations de minima et évidemment des droits nouveaux. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, dans l'assurance chômage universelle, il y a pour moi à faire la place aux jeunes dans cette assurance chômage universelle. Ils n'y sont pas aujourd'hui, il faut qu'ils y soient également. Et puis, toutes ces mesures doivent... je n'ai pas une vision malthusienne de l'économie. Je considère que nous devons créer de la valeur dans une économie décarbonée, évidemment, de la valeur à partir de 4 odyssées industrielles que je vais proposer, et de permettre aussi de réindustrialiser des territoires qui aujourd'hui sont dépourvus d'emplois, pour que ce soit des territoires d'opportunités. Donc, travailler sur les éléments structurants de ce qui fait la dignité de nos concitoyens et ce qui doit redonner sens à l'économie de notre pays, à savoir améliorer la situation, la condition humaine de nos concitoyens, et puis bien sûr mettre en place les matelas collectifs et aussi les aides individuelles pour pouvoir venir accompagner nos concitoyens qui sont confrontés à aux aléas que malheureusement peut réserver la vie. Voilà, de la solidarité au cœur de mon projet, 2 grands défis dans ce siècle, le défi climatique, le défi des solidarités. Merci beaucoup Anne Hidalgo pour cette première interview. On aurait encore évidemment beaucoup de sujets qu'on aurait voulu creuser, mais c'est la règle du jeu.